quand même dire bonjour à tous. Bonjour à tous, Rolf Matz, architecte à Nancy. Ça fait bien longtemps que je fais du passif et je vais vous montrer une folie, ma dernière folie qui est ma maison, là, une réhabilitation d'un bâtiment d'une école maternelle de Henri Prouvé et de son frère Jean à Nancy, plutôt connu. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans ce bâtiment. Voilà cette école maternelle donc, de Henri Prouvé, architecte à Nancy, 1953. C'est un prototype. Son frère Jean a réalisé, conçu la structure de ce bâtiment. C'est un bâtiment assez remarquable puisque c'est un bâtiment extrêmement minimaliste. Très très peu de métal mis en œuvre. Vous voyez que la grande façade arrière qui donne sur la cour est orientée sud-ouest. Et le petit retour sur la droite là-bas est orienté sud-est. Donc, dès le départ, il s'agissait d'un bâtiment bioclimatique. Alors, bien sûr, pas mal de ponts thermiques, mais en termes de conception, la façade ouest, donc les apports solaires étaient extrêmement ouvertes et la façade nord à l'opposé, fermée. Sur la petite photo que vous voyez en bas, on voit très clairement la structure coque développée par Jean Prouvé. Structure bien évidemment qu'on a conservée. Là, les poteaux, eux, séparaient donc le couloir des salles de classe, donc de manière tout à fait vitrée. Le contreventement d'ailleurs de ces poteaux, composé de tôles de 2 mm d'épaisseur, mais pliées de manière très très intelligente, ce contreventement est réalisé par des étagères en bois, chose que de nos jours on aurait beaucoup de mal à justifier auprès d'un bureau de contrôle. Et voilà ce qu'on en a fait. On a fait un bâtiment passif. Voilà. Les photos du séjour. La situation. Donc, c'est une école maternelle, comme je l'ai dit, de 1953, école de la reconstruction, qui est posée dans un groupe scolaire du Placieux, à Villers-lès-Nancy, donc dans la banlieue de Nancy. Avec l'orientation elle est ce qu'elle est. C'est une orientation plutôt urbaine. On positionne le bâtiment a été positionné de telle manière à ce qu'il puisse suivre le boulevard de Baudricourt, et à l'angle inférieur, c'est la rue JF Kennedy, donc qui elle est orientée sud. Et surtout, vous pouvez voir qu'il y a tout un alignement d'arbres qui sépare les deux cours, juste à l'arrière, façade ouest. Et ces arbres sont des arbres d'origine et ce sont des acacias plantés par Henri Prouvé. Alors pourquoi des acacias? Vous les verrez tout à l'heure. Arbre extrêmement intéressant parce qu'il crée des masques solaires, notamment, c'est un des rares arbres dont les feuilles poussent à partir de tout début juin, donc extrêmement tard par rapport à d'autres arbres, et il perd ses feuilles très tôt, à partir de septembre. Ce qui fait qu'en intersaison, on a toujours de la lumière. Et en été, on est extrêmement protégé. Alors voilà l'école, comment je l'ai découverte. Première visite 2014, et elle était dans cet état-là. Bon, vous voyez tout de suite des menuiseries en acier, simple vitrage, pas un gramme d'isolant, apparent toiture, 2 cm de laine de bois. Voilà. Ça, c'est la façade arrière, donc depuis la cour de l'école. Façade qui a déjà été changée, une tentative en fait d'isolation par la mairie de Nancy. Donc les menuiseries en acier ont disparu, comme vous l'avez vu depuis par rapport à la façade d'origine, et remplacées par un mur rideau en aluminium. Alors, chose problématique, c'est que lorsqu'ils ont ils ces menuiseries à l'arrière, ils ne se sont pas tout à fait rendus compte que l'ossature métallique utilisée pour les menuiseries était porteuse. Et oui, elle portait en réalité la charpente. Ils ont eu beaucoup de chance parce que effectivement, la charpente est extrêmement légère.
Mais quand je l'ai acheté cette école, eh bien, certains vitrages avaient déjà fissuré en partie haute et tout avait travaillé. Je vous montrerai ça tout à l'heure, les portes ne fermaient plus. Alors on voit aussi que dans le dessin des années 50, on a ces murs de pierre qui traversent, hein, magnifique pont thermique aussi, qui traversent, mais qui en même temps apportent quelque chose d'intéressant au niveau architectural. Voilà l'école de l'intérieur. Tout avait été laissé en place, les habillages, les tables, les chaises, un sol souple et sous ce sol souple, une dalle en béton fissurée partout, une dalle qui avait beaucoup travaillé et puis on a même trouvé des arbres qui avaient poussé dedans. Mais toute l'ossature, tout était là et tout était intact. Puis on voit que des portes avaient été créées entre ces murs de pierre pour pouvoir faire communiquer ces différentes salles de classe entre elles. Le couloir que je pense tout le monde a connu dans une école maternelle. Bon, certainement pas aussi sale, du moins je vous le souhaite. Sur le côté droit, en fait, les enfants accrochaient leurs vêtements, leurs pantoufles et tout ça, et puis rentraient dans les salles de classe. Voilà, moi, c'est un modèle d'école maternelle que moi j'ai connu, exactement le même. Et ma maman, qui était institutrice, en fait, a exercé dans un modèle comme ça, à ce moment-là aussi, il y a une quarantaine d'années. Sur cette photo, vous voyez donc toujours ces séparatifs entre couloir et salle de classe. Donc ces poteaux, ces formes un peu plus étroites en pied et plus épaisses en partie haute, sont effectivement donc les poteaux porteurs composés de deux U en métal. Donc, tout le génie effectivement d'Éprouvé a été de plier. C'est par le pliage en fait de tôle en acier que l'on sait reprendre les charges dans un bâtiment comme ça. Et voilà le fameux mur rideau, porte que je n'ai jamais réussi à fermer. Pas tout à fait une réussite donc en termes d'étanchéité à l'air. Alors, cette école, quand j'ai pu l'acheter, j'y ai installé mon bureau pendant 2 ans à peu près, ce qui m'a permis et de travailler et aussi de préparer cette étude. Étude, comment l'avons-nous menée? On était dans les lieux, on a donc pu commencer à démonter, parce qu'il fallait savoir comment ça tenait. On a pu démonter certains faux plafonds, regarder, s'imaginer est-ce qu'on avait de l'amiante, faire des sondages dans le dallage, regarder les fondations, et puis comment étaient composées les fondations de ces murs de pierre. Murs de pierre, est-ce qu'ils étaient porteurs, pas porteurs? Bon. Une fois qu'on avait fait tout ça, finalement, on avait tous nos détails techniques, tous nos flixos. On était tout à fait en capacité de faire nos calculs de pont thermique avec flixo. Et on a donc pu faire notre PHPP. Alors, sur nos PHPP, vous voyez que si on regarde donc effectivement sur les apports solaires à droite, on a quelque chose d'assez extraordinaire qui effectivement nous montre qu'on a quasiment 10 000 kWh d'apport solaire et 5 700 en fait de déperdition conductive. Donc, bâtiment donc plutôt bien conçu dès le départ, et c'est grâce à cette conception-là que l'on a pu en faire en fait un bâtiment passif très performant. Voilà les fameux calculs de pont thermique. Donc celui qui est sur la gauche, c'est une des allèges qui a été isolée. Et sur la partie droite, effectivement, c'est toujours la même chose. L'allège donc sous le mur rideau a été conservée en fait froide. Alors, pourquoi on a dû faire ça? Ça a été en fait un des engagements que j'ai tenu auprès de l'architecte des bâtiments de France qui a insisté, s'il te plaît, m'a-t-elle dit, ne mets surtout pas d'isolation et d'isolant de manière conséquente sur l'extérieur. Ne modifie pas l'image de ce bâtiment-là. Et ça nous a en fait obligés à isoler tout ça.
de faire la boîte dans la boîte, c'est-à-dire une boîte isolée de l'intérieur. Alors on a tous le même problème, lorsqu'on fait ça, la boîte dans la boîte, se pose la question de la perte du nombre de mètres carrés. Alors on passait de 230 mètres carrés à quasiment 200 mètres carrés, donc 30 mètres carrés de surface habitat perdue. Bon, on dirait sur 200 mètres carrés, c'est pas très grave. Comment on a isolé ça? On a isolé donc ces allèges avec 20 cm de mousse polyuréthane en plaque. La barrière d'étanchéité à l'air a été l'aluminium sur la plaque intérieure, et puis on a fait une contre-cloison, une demi-style, isolée elle cette fois-ci avec de la laine de bois. Cette laine de bois nous a permis nous a permis tout simplement de ne pas rentrer en contact respiratoire avec la mousse polyuréthane non plus, ce que je ne cherchais pas à faire. La dalle, elle, a été démolie, et puis nous avons pu l'isoler par en dessous avec du jacodure, 30 cm de jacodure, et de pouvoir couler plus tard un dallage en béton dessus. Comme vous voyez, c'est des travaux tout à fait titanesques. Je crois que c'était la dernière fois que je faisais quelque chose comme ça, puisque ma famille et moi avons fortement participé à ces travaux. La démolition, je l'ai donné à faire, mais on était quand même là. Si vous regardez bien sur la photo, dans les années 50, la ferraille, les ferraillages étaient plutôt rares. Et les prouver, ils ont raidit en fait leurs dalles de béton par des tuyaux d'un plancher chauffant. Ça se voit un petit peu sur la photo, on voit les tuyaux apparaître. C'est comme ça que cette toiture, cette dalle a pu être raidie. Système qui n'a pas pu marcher bien longtemps puisque béton et acier, avec le chauffage, ça crée pas mal de fissures, et les tuyaux qui n'étaient pas passés dans des gaines, en fait, beaucoup ont claqué et ont fissuré. Et voilà, les travaux assez conséquents. Puis nous avons isolé donc avec du jacodure cette dalle, mis du calcaire, renforcé tout ça. Et vous voyez en partie haute, voilà la charpente en fait, voilà ce qui tient toute la toiture. Donc on voit le bac acier, pas d'isolant, quasiment pas, et ce remarquable morceau d'ingénierie sont des tôles effectivement de 2 mm d'épaisseur. Alors ce que je trouve remarquable là-dedans, c'est cette expression très minimaliste. Comment fait-on pour couvrir 230 mètres carrés avec aussi peu de métal? Et c'est possible. Voilà. Puis, par contre, comme la charpente avait été déformée par le changement de vitrage, on a dû la renforcer. Alors, vous voyez que j'ai fait en sorte pour cacher un tube en partie supérieure, un tube en acier qui lui reprend la charpente, et un tube en partie inférieure que l'on devine et qui allait reprendre le vitrage. Puis très peu de poteaux en acier. Eux-mêmes, le tube bas, lui, il repose sur des rupteurs de pont thermique de chez Schuck pour que ces poteaux et cette structure restent chauds. Voilà. La partie inférieure, c'est l'allège, l'allège existante qui est restée comme ça. Voilà le principe de cette charpente métallique. Donc la partie inférieure, elle, c'est pour reprendre la charge du vitrage, et la partie supérieure, c'est pour reprendre la charge de la toiture. Puis comme vous avez vu, la charpente métallique, on en a fait un caisson, comme une charpente en bois classique traditionnelle, une plaque d'OSB en partie inférieure, une plaque d'OSB en partie supérieure. C'est notre barrière d'étanchéité à l'air à l'intérieur, d'où les scotch, et tout ça a été rempli de cellulose. Alors la cellulose, c'est un produit que j'aime bien utiliser parce que, avec de l'acier, on ne sait jamais, on peut tout à fait avoir des points de rosée et de la condensation, et le but étant de ne pas perdre le pouvoir isolant de la toiture.
Puis sur la plaque supérieure extérieure d'OSB, on a remis encore 12 cm de mousse polyuréthane pour couper les ponts thermiques de la charpente. Voilà le remplissage en cellulose, et on voit bien en fait une succession de tubes. Alors vous voyez qu'à gauche du compagnon qui insuffle la cellulose, vous voyez qu'il y a une platine. Cette platine, c'est une platine qui nous a permis de reprendre un rupteur et donc de pouvoir reconstituer la casquette extérieure, casquette qu'il fallait absolument conserver puisqu'elle faisait partie de l'expression architecturale en fait de ce bâtiment-là. Mais il était tout à fait impossible de la laisser en continuité entre intérieur et extérieur pour des raisons tout à fait thermiques. Ah, on a déjà vu. Puis une fois qu'on avait fermé tout ça, eh bien, on a commencé à poser tout simplement nos cloisons, nos faux plafonds, et chose tout à fait traditionnelle. Alors moi, je les ai posés sur le jacodure parce que problème de temps, et il fallait que tous les réseaux et tout ça soient passés. La ventilation, ce qu'on voit là, c'est la reprise. Donc, vous voyez que c'est vraiment au millimètre près pour pouvoir faire passer la ventilation. Principe de ventilation extrêmement simple, extrêmement basique. La reprise est dans le couloir que vous avez vu tout à l'heure, et le soufflage est de l'autre côté, donc qui nous permet de souffler en fait dans les pièces. Matériel très classique, tuyau rigide, silencieux de chez Vestaflex. Et voilà, chose très très simple, on l'a tiré tout droit et ça marche très bien. Voilà le soufflage. Dans le séjour, et le local technique, il est tout à fait là, tout à fait à droite, on voit un petit carottage en fait dans le mur, et tout ça allait disparaître après dans un tout petit morceau de faux plafond. Voilà la reprise. Et puis, bien évidemment, toute l'électricité, toute la plomberie, tout est apparent en dehors de la barrière d'étanchéité à l'air. Et voilà, tout simplement pour un problème de simplicité et de pose. Alors, toute l'électricité, d'ailleurs, est un peu spéciale parce que vous allez vous dire pourquoi il y a autant de cuivre. C'est que nous avons installé une électricité un peu spéciale qui est du KNX. Donc, tout avec des câbles en très basse tension, et pour éviter en réalité beaucoup d'ondes et de champs magnétiques en fait à l'intérieur de la maison. Puisqu'on est finalement dans une cage de Faraday, dans une maison comme ça en métal. La machine de ventilation, donc moi j'ai choisi celle-ci, je travaille un peu avec tout le monde, hein, c'est une Pichler, une Pcom 4. Que dire de spécial? Pourquoi j'ai choisi celle-ci? C'est parce qu'elle a deux compresseurs, un compresseur pour faire du chauffage et un compresseur pour faire de l'eau chaude, auquel j'ai ajouté une batterie électrique de chez VEAB de 1200 watts. Puis alors ça, c'est le grand morceau, c'est un gouffre économique, mais c'est normal. Eh bien, cette maison en fait est composée de 130 mètres carrés de vitrage, ce qui représente en fait, il y a plus de vitrage que de murs en fait dans toute la maison. Alors vous imaginez bien qu'on a le prix d'un appartement dans ce vitrage-là. Et j'ai rencontré M. Panzen. Je ne sais pas s'il est connu à Paris. Günther Panzen, c'est un des inventeurs du triple vitrage qui a travaillé avec le Dr Feist à Hanovre sur les premières maisons. Et c'est eux qui ont développé donc effectivement ces fenêtres. Un grand spécialiste de ces menuiseries-là. Très très beau matériel. Voilà. Donc, bien évidemment, avec 130 mètres carrés de vitrage, il nous faut les meilleurs vitrages possibles sur le marché, ce qui était le cas. On était avec du triple vitrage, bien évidemment. Voilà, à 0,5, 0,53 watts mètre carré Kelvin.
Les menuiseries que vous voyez là, donc c'est véritablement la vraie menuiserie à l'ancienne avec du tonneau mortaise, de la colle blanche, chose extrêmement rare en fait. C'est devenu extrêmement rare de voir des menuiseries comme ça qui sont faites main. Heu, Ça n'a pas bougé d'un poil, c'est marche voilà, très, très belle qualité. Et bien évidemment, on voit bien tout de suite que, chaque vitrage, c'est 300 kilogrammes, 310 kilogrammes. Il est hors de question, en fait, de pouvoir rentrer ça à la main et effectivement, les ouvriers de chez Patzen sont venus me poser ça avec le robot, chose traditionnelle. Les portes, sont un peu spéciales, hein. J'ai pas de détails spécifiques, en fait, là-dessus, mais les portes sont spéciales parce que le triple vitrage est collé sur l'ouvrant, ce qui se fait maintenant très couramment. Voilà, mur rideau classique, traditionnel. Le scotch extérieur pour renforcer l'étanchéité à l'air de ce mur rideau. Et voilà le résultat. Alors, on a eu un gros débat avec M. Patzen sur l'angle de... Là, on est dans le séjour, sur cet angle-là. Alors, bien évidemment, comme tous les architectes, j'ai toujours rêvé d'avoir un angle vitré, sans menuiserie, vitrage bord à bord. Il m'a dit non, 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 je ne fais pas ça, vitrage décalé, pardon. Je ne fais pas ça parce que le bâtiment est trop léger. On aurait pu le faire dans un mur, dans un béton de gros, un bâtiment en béton, en gros œuvre rigide, mais là, avec un bâtiment souple, ça ne peut pas tenir parce que le bâtiment bouge avec le vent et tout ça. Donc, je l'ai écouté très sagement et on a mis une menuiserie pile poil à cet angle-là, et ça, finalement, ça bouge pas et ça marche très bien aussi. Voilà, on s'approchait tout doucement, en fait, là, ça y est, de la fin, le jardin. On avait réussi à faire décrouter tout ça au bout de 2 ans, hein. Il faut quand même s'imaginer que ces travaux, ça a été 2 ans. Les murs de pierre que vous voyez ont été rejointoyés et surtout, on les a coupés. On a coupé une bande de 20 centimètres à la jonction du mur rideau, bande qu'on ne voit pas du tout, en fait. Tout ça, ça a été remplacé. On a pu réisoler la tranche du mur à l'intérieur. Et voilà, c'est un boulot plutôt très, 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 très fin. Voilà le plan très simple. On a conservé en fait tout le volume. L'objectif était véritablement de garder cet espace. Henri Prouvé a fait un magnifique espace avec des belles proportions et il est hors de question de modifier ça. C'est-à-dire que le dallage au sol qui a été coulé est exactement à l'altitude qu'il était avant, le faux plafond exactement à la même altitude. Et voilà, moi je n'y suis pas pour grand-chose, c'est Henri Prouvé qui a vraiment bien bossé. On a simplement révélé ça. Et vous voyez que sur les deux travées de gauche, on a toujours conservé ces poteaux, ce vitrage, cet éclairage en fait en second jour, et simplement posé en fait une boîte de sanitaire, donc salle de bain et WC, puis 4 chambres et la cuisine à la place du local technique, donc tout à fait là en partie haute. Et voilà le résultat, une photo du séjour. Alors ce que vous voyez au premier plan, c'est ma cave à vin, c'est ma danseuse. Euh, C'est une très mauvaise idée de faire ça. Je le déconseille à tout le monde, puisque j'aimerais bien, on aime bien avoir du vin un peu frais, conserver du vin un peu frais, et puis j'ai eu des gros problèmes de ventilation, tuyaux de ventilation qui vont à l'extérieur, bien évidemment, et qui m'ont amené beaucoup d'eau la première année, donc j'ai failli noyer toute ma cave à vin, jusqu'à ce que je trouve en fait d'où venait le problème. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est un peu ma danseuse, mais maintenant ça fonctionne. C'était thermiquement assez complexe à réaliser puisqu'il fallait avoir un double vitrage en partie inférieure, double vitrage rempli de krypton et par-dessus 3 cm de verre pour pouvoir marcher dessus. Voilà, toujours le séjour. Tout est équipé, bien évidemment, toutes les façades sont équipées de brise-soleil.
une chambre. Alors, ce que l'on voit là au sol, c'est le fameux dallage dont je parlais. On a voulu en fait utiliser des matériaux très bruts. Le dallage, c'est un béton quartzé qu'on utilise dans l'industrie. Remarquable produit, et puis qui a été réalisé par des artisans portugais spécialistes, des dallagistes en fait portugais de ça, qui savent faire ça très très bien. Et voilà le couloir. Donc, qui a été reconstitué et qu'on a tout à fait conservé par rapport à ce qu'on avait initialement. La cuisine. Et voilà les vues en fait depuis le jardin, quasiment fini, BSO ouvert. Donc, vous voyez que les façades c'était en été puisque les acacias étaient déjà en feuilles. Et on voit que ça fonctionne. On a de l'ombre en fait sur les façades. Là, toujours. Une photo de nuit pour faire rêver. Et voilà la dernière photo de ce très très beau bâtiment. Mon chien apprécie beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était une expérience familiale et technique extrêmement complexe, extrêmement enrichissante. On a dû absolument tout vérifier, chaque point par point. Dans l'existant, il est quasi impossible de supprimer tous les ponts thermiques. Vous pensez bien que mettre les murs en pierre existants en lévitation à l'intérieur du volume chauffé est tout à fait impossible. Ça se calcule, ça se réfléchit, et puis le résultat, c'est que ça fonctionne très très bien, puisque la dernière facture d'électricité que nous avons eue en énergie finale est de 7500 kWh pour l'année. Voilà. Que vous dire d'autre? Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, merci infiniment, Monsieur Matt, pour cette présentation qui inaugure notre congrès Passibat aujourd'hui. Même si c'est en différé, on va quand même vous poser quelques questions. Donc, je me substitue un petit peu au public. J'espère que vous me le permettez. Mais je vous en prie, Victor. Alors, première question, là, vous avez parlé de consommation par rapport au calcul PHPP, vous en êtes où est-ce que vous avez fait le comparatif en termes de kilowattheure par mètre carré par an? En fait, très sincèrement, non, puisque ça fait 4 ans en fait, que je l'ai livré et que on était à 8 kWh de besoin de chauffage. Bon, voilà, on le savait que ça marcherait. Et puis finalement, le chauffage en lui-même devient en fait une part négligeable dans une maison comme ça. C'est plutôt effectivement l'électroménager. Dans une maison avec 5 personnes, c'est la plus grosse part finalement de consommation énergétique en fait, dans ce bâtiment, au-delà de 80 kWh. Oui, oui, c'est effectivement un classique en Très passif. classique. Mmh. Et en termes de ressenti, vous et votre famille, vous vous sentez comment, autant en hiver qu'en été, dans Écoutez, cette maison? nous on adore tout simplement parce qu'il y a une température constante, une hygrométrie constante, une qualité d'air en fait absolument remarquable, pas de courant d'air. L'hiver qui est pourtant parfois rigoureux en Lorraine, écoutez, on ne sent pas vraiment la différence. En été, ça marche très très bien, pas de surchauffe, puisque tout est protégé. Vraiment une qualité en fait absolument exceptionnelle. Parfait. En tout cas, on a envie d'aller y faire un tour pour tester ce confort. Peut-être on pourra envisager peut-être de la faire visiter pendant les journées portes ouvertes éventuellement. Écoutez, avec grand plaisir. Et vous avez parlé d'autoconstruction, vous avez participé visiblement, vous et votre famille. Oui. Visiblement, oui. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Alors nous, on a fait en fait pas mal de choses. On a fait des choses
puisque non, finalement, le plus compliqué dans ce genre de bâtiment, c'est l'isolation, le soin apporté à l'isolation, les ponts thermiques. Alors bien sûr, j'ai fait l'étude puisque c'est mon boulot, mais mes enfants, ma femme et moi avons effectivement isolé en fait tous les murs, vérifié et scotché l'étanchéité à l'air. Le test d'étanchéité à l'air, on a réussi à l'amener à 0,4 volume, ce qui est plutôt pas mal dans l'existant. Ah oui, c'est un bel exploit. Voilà, et voilà, on y arrivait en fait. Bon, c'est long puisqu'on fait ça après le boulot, après l'agence, les week-ends et tout ça pendant 2 ans et en même temps les vacances. Mais le niveau de complexité à apporter sur ce genre de choses, c'est sur ce genre de bâtiment, je voulais le niveau de précision en fait qu'il fallait y apporter. En réalité, c'était il y avait que nous qui puissions le faire en fait. Et puis il faut se dire aussi que économiquement, ça n'a absolument aucun sens. C'est véritablement une hérésie économique de faire ce genre de choses parce que le coût des travaux en lui-même est exponentiel. Hein, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très très grand et c'est comme si on avait gardé que le squelette, que la carcasse en fait du bâtiment. Et c'est plus cher parce que si on l'avait fait en neuf, ça aurait été moins cher. Mais cet espace-là et la sauvegarde de ce patrimoine-là, en fait, et ça en valait la peine. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on peut vous demander combien ont coûté les travaux ou pas? Vous pouvez toujours me demander. Alors, j'ai fait tout mon possible en fait pour l'oublier le plus vite possible. Je crois qu'on a injecté aux environs de 300-350 000 euros en fait de travaux de mémoire. Ok, merci pour cette sincérité. Les menuiseries, vous savez, regardez, en fait, le plus gros des postes, en réalité, c'est les menuiseries 130 mètres carrés de vitrage. Voilà, c'est le plus gros poste. Un mur rideau, c'est cher, en fait, tout simplement. Et surtout, un mur rideau de cette qualité-là, plus les BSO, bien sûr, c'est cher. Mais, comme dit, il y a plus de vitrage que de murs. En fait, on a grosso modo le prix d'un appartement, là, simplement en vitrage. Plus d'un tiers du budget. Mais C'est ce qui très veut clair. donc dire, en fait, en réalité, qu'on est dans un cas de figure architectural qui impliquait ça. Bien sûr que si on avait fait ça dans une autre maison, ça aurait été bien évidemment beaucoup moins cher. Ok, parfait. Et une autre question, comme je connais un peu le bâtiment, je sais qu'il est labellisé Mhm. par le label de la Fédération française du bâtiment passif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce label? Peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas ce label et peut-être un peu le comparer au label Passive House. En fait, vous savez, c'est ça qui est chouette en fait. Alors moi, puisque en fait la Fédération française de la construction passive, elle est à Saverne en Alsace. Donc pas très loin de chez nous. Ça a été un mouvement en fait qui a bien fonctionné toujours en Alsace, qui fonctionne toujours bien, qui se développe un petit peu partout aussi dans tout l'est de la France. Vous savez, c'est ce qui est chouette en fait avec le passif, c'est que on parle de critères physiques. 15 kWh, 0,6 volume et 120 kWh. Voilà, un bâtiment passif rentre dans ces trois critères-là, il est passif, certifié par la Fédé ou par la Maison Passive House, la Maison Passive France ou par Darmstadt. C'est un bâtiment passif ou ça ne l'est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme nuance? Il n'y a pas de nuance puisqu'on parle de physique des bâtiments et de technique. Voilà. Je pense que les critères qui sont derrière, les niveaux d'exigence, vous les connaissez. Le passif, c'est quelque chose d'extrêmement précis, c'est quelque chose de très méthodique, par le calcul, mais aussi dans la réalisation. Voilà. Et c'est ça que je dis toujours à mes clients, c'est passif. On chauffe sur l'air, en fait, on peut chauffer sur l'air quand on est inférieur à 15 kWh. Au-delà, on ne peut pas chauffer sur l'air. Voilà. Et c'est les choses, les règles, on les connaît, elles sont assez simples finalement, difficiles à appliquer et à faire appliquer, mais les critères sont tout à fait les mêmes. Et c'est ça qui est bien. Merci, Monsieur Rolf, pour ces précisions. Et
un peu de manière implicite cet appel à l'union des passifs Oui, qu'on je, apprécie, qu'on défend aussi au sein de la maison passive. Parfait. Moi, je suis vous savez, arrivé. si vous me permettez, Victor, juste de rajouter Allez-y. quelque chose sur cette union en fait du passif. Je pense que le passif, moi j'ai appris à faire ça à Darmstadt en 2006. J'y mets un sens politique, au sens premier en fait des choses. On fait du passif parce que ça a un sens. Nous avons la qualité, tout le monde a droit à cette qualité intérieure de l'air, dépenser peu d'énergie. Tout ça c'est possible, puisque c'est ce que nous faisons en fait quasiment tous les jours. Malheureusement, ce qu'on voit là actuellement, en fait, nous y oblige en réalité. Et c'est bien cette décision qu'il faut prendre et de manière absolument massive. Pour l'obtenir, il ne reste qu'à s'unir et en fait à continuer à prêcher la bonne parole parce que ça a un véritable sens. Nous parlons bien de technique et de possibilité en fait de le faire. Et il faut le faire et c'est maintenant. Merci pour ce mot de la fin, Monsieur Matz. Encore merci pour cette présentation. Et nous allons laisser la place à la prochaine conférence. Merci Victor. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.